L'émission Connobis 106.3 FM, c'est un honneur et un plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Marie Théodade, maître de conférence à l'Université Sorbonne, auteur de Haïti, République dominicaine, une île pour deux, 1804-1916, publié en 2003 aux éditions Cartala. Des décombres et des hommes, chronique de la vie quotidienne après janvier 2010, publié aux éditions de l'Université d'État d'Haïti. Un ouvrage à paraître d'ici le mois d'octobre à Paris, Fatra, Port-au-Prince. Bonjour, Monsieur Théodade. Bonjour. C'est un plaisir, un honneur. Et comme vous le savez, Haïti vient de connaître un nouveau séisme, celui du 14 août 2021, qui met à genoux l'économie de 3 départements, des Nippes du Sud et de la Grande-Anse. Alors la première question, pour que les auditeurs comprennent en tant que géographe, comment vous définissez l'espace haïtien? Alors pour un géographe, l'espace haïtien, pour prendre le titre de Georges Anglade, se définit par sa position en latitude, qui en fait un pays tropical, donc soumis à ce que l'on appelle l'aléa cyclonique. Nous sommes comme toutes les Antilles, comme tous les pays de ces latitudes entre l'équateur et les tropiques, assujettis donc au passage récurrent entre, on va dire, mai et entre juin et novembre à des cyclones plus ou moins importants. Aujourd'hui, dans le cadre de la globalisation planétaire, on se rend compte que les cyclones sont plus nombreux et souvent beaucoup plus virulents. Par ailleurs, nous avons un deuxième aléa, qui est l'aléa sismique. Par sa situation entre deux grandes plaques tectoniques, la plaque atlantique d'un côté, la plaque caraïbe de l'autre, l'archipel des Antilles est une zone de fracture, une zone de fragilité de l'écorce terrestre, ce qui fait que nous avons différentes formes de manifestations telluriques. Volcanisme dans les petites îles, tremblement de terre dans les grandes, avec ce que cela comporte comme risque pour les populations. Donc Haïti est soumis à un double aléa, si on veut définir ainsi notre espace haïtien, l'aléa sismique, l'aléa cyclonique, ce qui fait que c'est un territoire particulièrement vulnérable. Et justement, on a connu un premier séisme, celui du 12 janvier, et vous avez travaillé aussi sur les effets de ce séisme dans différents travaux que vous avez publiés. On reviendra tout à l'heure là-dessus. Mais quel renseignement, à votre avis, avons-nous tiré du séisme du 12 janvier 2010 en termes d'organisation de l'espace du territoire? Je pense qu'à titre individuel, certaines leçons ont quand même été retenues. On peut dire que désormais, les maçons, les ébénistes, ceux qui travaillent dans le secteur de la construction, essayent quand même de respecter certaines normes, comme par exemple de mettre ce qu'on appelle une ceinture à partir de 3 ou 4 rangées de blocs, à ne pas construire dans des zones réputées instables et surtout à munir leur structure de ce qu'on appelle des sabots de fer qui permettent de renforcer les structures. Donc il y a eu quelques efforts qui ont été consentis, qui ont été réalisés sur le plan de la construction. Mais ceci, c'est à l'échelle strictement individuelle. À l'échelle collective, quand on pense maintenant à l'aménagement des nouveaux quartiers, à la construction des abris pour les personnes sinistrées, on se rend compte que c'est un échec total. Au sens que le faubourg de Canaan, qui est littéralement sorti de terre après le 12 janvier 2010, s'est construit sur un mode anarchique, sur un mode de précaire, qui préfigure ce que pourrait être une nouvelle catastrophe le jour où la terre va à nouveau trembler à Port-au-Prince. C'est dire que la leçon n'a pas été comprise à l'échelle collective et l'État, par manque de moyens, par manque sans doute aussi d'anticipation, n'a pas su parer au plus urgent. S'agit-il de la nature même de l'État haïtien qui explique cette non prise en compte de cette défaillance? Parce qu'on voit bien, les gens continuent à construire de briques et de broc, faisant fi de certains principes. Alors, l'État haïtien était désemparé en 2010. On le voit aujourd'hui en 2021. De l'État failli à l'État effondré, certains en parlent. Mais quoi qu'il en soit, est-ce qu'on peut dire que l'aide qu'a reçue Haïti en 2010 a fait plus de mal que de bien à l'État haïtien en tant que tel? Ce serait être injuste par rapport aux victimes que de dire que cette aide a fait plus de mal que de bien.
parce qu'au contraire, cette aide a soulagé, mais pas dans les proportions qui étaient attendues. Au sens que, compte tenu de l'importance de l'aide, l'équivalent de 9 milliards de dollars, c'est-à-dire l'équivalent d'une année de produit intérieur brut, c'est comme si nous avions récupéré à chaud tout ce que nous avions perdu, une aide aussi importante aurait dû permettre au moins de trouver un abri sûr aux personnes sinistrées, au moins d'anticiper peut-être aussi la crise à venir. En fait, cet argent a été d'abord mal distribué. On considère que seulement 1% de l'aide internationale a transité par l'État. Tout le reste a été distribué dans le cadre des ONG, dans le cadre des interventions directes des agences de coopération, ce qui fait que plutôt que de renforcer l'État moribond, on n'a fait que diluer ses capacités régaliennes, on n'a fait que s'approprier ses prérogatives, de sorte qu'au sortir de la période d'urgence, l'État était considéré comme absent. Et par cette absence, il s'est senti comme également dédouané de toute préparation en prévision d'une prochaine série de catastrophes, qu'elle soit cyclonique ou qu'elle soit sismique, ce qui fait qu'à chaque occasion, l'État haïtien se retrouve pris à défaut. Et ça, c'est pas normal. Et qu'est-ce qui manque à cet État? Pourquoi il n'a pas pu se montrer à la hauteur de ces enjeux? Faut-il, sans être trop polémiste, faut-il épingler les élites au pouvoir qui ont dirigé depuis 2011, qui n'ont pas su répondre à travers des politiques publiques, d'aménagement du territoire, d'aide par exemple à la reconstruction, également de mise en place de mécanismes permettant aux uns et aux autres de respecter les normes parasismiques. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on devait faire aujourd'hui pour qu'on ne soit plus pour que cet État ne soit plus aussi désemparé comme aujourd'hui? Je pense que ce qui nous manque en Haïti, c'est le sens de responsabilité. Responsabilité individuelle, responsabilité morale, responsabilité civique et responsabilité collective. Et la responsabilité ne vaut rien s'il n'y a pas une instance pour juger, pour dire le droit, pour éventuellement sanctionner lorsque les principes ont été bafoués. Dès lors que la justice est dans l'impossibilité d'être rendue sur un mode équitable, il est impossible de créer un État démocratique. Il est impossible de créer un État qui soit véritablement juste. Et à partir du moment où ce principe élémentaire fait défaut, tout le reste s'effiloche comme un tricot. Et de sorte que, en l'absence de ce principe de reddition de comptes des personnes qui sont responsables, par exemple, du trésor public, tant que les gens pourront piller les caisses de l'État sans avoir de compte à rendre à personne, l'État n'aura jamais les moyens de ses ambitions. L'État n'aura jamais les moyens de sa mission. C'est-à-dire, l'État ne pourra pas assurer une éducation pour tous, des services de santé élémentaires pour tous, et par conséquent, impossible aussi d'envisager une politique d'anticipation de la catastrophe, parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a un tel niveau de pauvreté. On considère que 80% de la population d'Haïti vit avec moins de $2 par jour. Comment, dans ces circonstances, dans ces conditions, avoir des stocks en prévision de possibles catastrophes, alors que les gens dehors crèvent littéralement de faim? Donc, c'est toute une ingénierie spatiale, une ingénierie politique qu'il faut remettre à plat pour considérer que, au-delà de la phase d'urgence, il y a une phase de stabilisation pour permettre à un État de se construire et de redémarrer avec de nouvelles forces. Vous l'avez dit sous France Info le 15 août en cours, la crise sismique haïtienne intervient dans un contexte où le reste du monde est déjà aux abois, avec non seulement l'épidémie de Covid-19, je vous cite, mais également la crise environnementale qui engendre des incendies catastrophiques aux quatre coins du monde,
les intentions sont généralement braquées ailleurs et les moyens financiers manquent. Alors Haïti espère être toujours au centre du monde, espérant qu'il y aura une empathie internationale qui va se développer. Alors sans doute, aujourd'hui, on voit bien que cette empathie, elle est timide. Elle est timide. Or, il y a urgence, puisque vous dites que l'État haïtien n'était même pas en mesure de faire face au quotidien, donc l'urgence ne fait que souligner et davantage son échec. Alors, est-ce que, à côté de cette attente, de cette dépendance d'Haïti à l'aide internationale, est-ce qu'il ne faut pas tenir compte également, comme vous l'avez dit, de l'incapacité à mettre en œuvre des politiques pour faire face à l'urgence? C'est-à-dire, la situation internationale aujourd'hui est telle, non seulement d'un point de vue géopolitique, la débâcle américaine en Afghanistan, l'Amérique étant le principal mentor du pouvoir en Haïti, ne peut pas ne pas avoir d'effet sur les alliés, aussi petits soient-ils. Donc, c'est-à-dire que Haïti n'est pas la priorité des préoccupations américaines aujourd'hui en matière de politique étrangère. La crise sanitaire, qui reste une crise encore mal connue en Haïti, mais moi je peux par les recoupements d'informations, aussi bien de la part de mes parents, de mes amis, mais en disant également quelques statistiques, vous dire que la maladie fait des morts à bas bruit, mais elle fait des ravages, en Haïti aussi, comme en Martinique, comme en Guadeloupe, comme dans le reste du monde. Il n'y a pas d'exception haïtienne de ce point de vue-là. Et puis une crise environnementale qui est également très inquiétante. 2 jours après le séisme, nous avons été frappés par un cyclone du nom de Grace, qui porte bien son nom. C'était vraiment un coup de grâce donné à un pays déjà mal en point. Et d'ici le mois de novembre, nous ne savons pas ce qui nous attend. Parce que le dérèglement climatique global entraîne un réchauffement sensible de l'eau à la surface de l'océan Atlantique, ce qui est le véritable moteur des déchaînements cycloniques, des ouragans qui peuvent débouler sur nous à tout moment. Donc, nous avons de solides raisons d'être inquiets pour Haïti dans les années à venir. Maintenant, comment faire face ? C'est en anticipant, c'est en se donnant les moyens d'une politique beaucoup plus musclée. Il faut aussi que la situation sécuritaire soit garantie. Nous n'avons pas parlé des gangsters, parce que ce n'est pas une catastrophe naturelle, mais c'est une catastrophe sociale qui a des conséquences peut-être aussi graves qu'un tremblement de terre ou qu'un ouragan. Vous avez publié en 2013 dans la revue Outre-mer, Port-au-Prince et ses 7 lieux, les lieux d'échange des Bossales, vous les avez cités et développés. Et les lieux du pouvoir, le Champ de Mars et ses différentes représentations, Turgot-Babiole, les lieux du brassage, les lieux du sacré, les lieux de passage, les lieux de plaisir. Et vous avez appelé les lieux sans. À la conclusion, vous écrivez, les lieux sans se caractérisent surtout par l'absence de l'État. C'est alors que se vérifie la validité de la notion d'État failli, dont on fait généralement usage dès qu'il s'agit d'Haïti. Et plus loin, il convient également aux plus pauvres, autorisés à s'installer partout sur les trottoirs, dans les jardins publics, sur les terres de l'État. Fin de citation. Mais on observe aussi cette même anarchie dans les villes de province, comme les Cayes frappées par ce séisme. Et c'est sans doute aussi l'appel d'air qui a été créé par le séisme du 12 janvier 2010. Vous l'avez montré aussi dans votre article. Est-ce que le séisme du 14 août 2021, est-ce que c'est un facteur aggravant de la décomposition de l'État ? C'est un facteur aggravant si nous ne nous donnons pas les moyens de d'abord porter secours aux personnes qui en avaient grand besoin. Aujourd'hui, c'est un peu tard. Nous sommes pratiquement à 2 semaines, littéralement, après le tremblement de terre. Il y a peu de chances que des personnes soient encore vivantes sous les décombres. Mais ce que nous avons pu voir, et ce que tous les médias ont également, ce dont ils ont tous témoigné, c'est que dans l'immédiat, dans les moments qui ont tout de suite suivi la catastrophe,
les gens se sont portés volontiers et de la façon la plus magnanime au secours de leurs voisins. Donc beaucoup de voisins se sont pliés en quatre, vraiment pour trouver les moyens du bord, pour sauver des personnes qui étaient encore blessées, coincées sous les décombres. Ça, c'est un acte de courage qui mérite d'être transmis, d'être compris pour dire que dans le désarroi le plus total, on peut encore compter les uns sur les autres. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Haïti. Mais c'est un facteur aggravant au sens que qui peut devenir aggravant au sens que beaucoup de maisons qui sont aujourd'hui fragilisées par le séisme seront sommairement rafistolées, réhabitées, et nous savons que dans la perspective d'une deuxième secousse, enfin d'un terme majeur, cela peut prendre 10, cela peut prendre 20, ça peut prendre 100 ans, mais de toute façon, toutes ces maisons sont aujourd'hui beaucoup plus fragiles qu'elles n'étaient avant. Donc, dans l'idéal, il faudrait vraiment tout raser, reconstruire sur des bases nouvelles. Donc, c'est dire que ce n'est pas le séisme en soi qui est un facteur aggravant, c'est l'opportunité, lorsqu'elle n'est pas saisie, qui devient un facteur de risque. Je rappelle aux auditeurs que nous recevons Jean-Marie Théodate, géographe, maître de conférence à l'Université Sorbonne, auteur de Haïti, République dominicaine, une île pour deux, 1804-1916 aux éditions Cartala en 2003, des décombres et des hommes chroniques de la vie quotidienne après le 2 janvier 2010 aux éditions de l'Université d'État d'Haïti, et puis un ouvrage qui paraît bientôt, Fatra, Port-au-Prince. Question de David Charles. Oui, Monsieur Théodate, vous avez tout à l'heure mentionné dans les échanges que vous avez eus avec Jacques Nézy, Haïti est un pays à risque. Les multiples catastrophes naturelles de ces dernières années nous en témoignent. Donc, la capacité de la population, on dit la capacité économique limitée de la population haïtienne, est un autre élément aggravant, et l'irresponsabilité des dirigeants est un facteur majeur. Aujourd'hui, on constate avec le nouveau séisme un vrai problème d'aménagement économique du territoire. Et la question des services publics, l'accès à certains types de services importants, tels que cliniques, hôpitaux, et même pour intervenir auprès des sinistrés ou des victimes, surtout dans les zones de campagne. Pour vous, qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui, en dehors des irresponsabilités en tant qu'intellectuel, géographe, comment peut-on développer un vrai programme d'aménagement économique du territoire pour permettre à la population de trouver un travail, parce que l'aménagement économique du territoire est aussi un élément pour créer des emplois, ne serait-ce que dans la construction, par exemple. Donc, comment voyez-vous cette stratégie? Merci pour la question. L'aménagement du territoire, c'est en soi, si vous voulez, toute une discipline dans la géographie. C'est presque une discipline à part, au sens que l'on a le souci non seulement de l'aménagement physique, c'est-à-dire il faut tenir compte du climat, tenir compte du substratum, du socle, de la géologie, tenir compte également de l'environnement économique. C'est-à-dire, on ne construit pas dans un désert. Quand on aménage un territoire, on essaie d'avoir également en panorama, je dirais, ce qui constitue le milieu à différents pas d'échelle. Qu'est-ce que l'on trouve dans une limite de 10 km, de 100, de 150, etc., pour savoir quels vont être les besoins, quels vont être les services, quelles infrastructures mettre en place. L'aménagement du territoire, c'est aussi prendre en compte la population. Quelle est sa structure, quelle est la densité, quel est le niveau d'éducation, quel est le pouvoir d'achat. Donc, un aménagement économique du territoire en Haïti, cela prend, je dirais, une cartographie très fine, très détaillée de la répartition de la population, de la répartition des sols, des caractéristiques des pentes,
Et aussi, ça c'est, on va dire, à une échelle micro, mais à une échelle macro, il faudrait tout simplement répartir les forces entre les 10 départements du pays. Aujourd'hui, tout se concentre à Port-au-Prince. On peut considérer qu'avec pratiquement un tiers de la population du pays et pratiquement 80% de l'offre universitaire, 90% des banques, 95% des chefs d'entreprise, tout ceci est concentré à Port-au-Prince. Et nous savons que dans l'aménagement des territoires, ça ne fait pas de sens. C'est un déséquilibre trop important. Donc il faudrait, en fait, donner aux capitales, aux chefs-lieux de département, des infrastructures, des services, mais également des moyens juridiques pour pouvoir percevoir, par exemple, une partie de l'impôt localement, pour pouvoir être pleinement responsable de certains équipements. Si l'on prend l'exemple de la France, qui, dans le cadre de la politique de décentralisation instituée par la DATAR au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, notamment, on a mis en place ce qu'on appelle des métropoles d'équilibre, en créant, en dehors de Paris, des métropoles, des villes avec non seulement des moyens, mais surtout des responsabilités, qui fait que la carte, par exemple, universitaire a été répartie de façon que tous les étudiants ne se retrouvent pas à la Sorbonne, à Paris, mais que l'on puisse, depuis Caen, depuis Toulouse, depuis Pau, s'inscrire dans une université, faire des études qui, après, profitent à la population, profitent à la localité. Donc, nous devons, et ça semble très simple, hein, mais je ne veux pas non plus faire les yakas et les faucons pour dire que tout est facile. Mais d'une façon générale, nous avons une concentration excessive des forces vives du pays au sein d'une seule agglomération. Il faut déconcentrer, il faut desserrer et il faut créer de l'équilibre. Oui, comme au début, vous avez parlé de Georges Anglade, qui a écrit l'Atlas critique de l'espace haïtien. Et justement, dans son ouvrage, on a constaté que la logique de construction d'Haïti est plus ancienne. Et qu'aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un élément expliquant les phénomènes d'aujourd'hui, c'est-à-dire la précarité, puisque l'économie interne n'est pas gérée? Bon, Haïti subit, je dirais, de plein fouet les effets d'une concurrence internationale dans le cadre d'un marché mondial où nous ne sommes pas les mieux armés pour la concurrence. Donc, si vous voulez, dans ce chien mange chien, dans ce choc des pots de fer contre les pots de terre, nous sommes dans le camp des pots de terre, donc forcément, nous en faisons les frais. Mais concurrence internationale mise à part, il y a un certain nombre de facteurs qui, dans la longue durée, expliquent le déclin de la production, qu'il s'agisse de la production agricole, de la production industrielle, de la production des services, de l'agriculture. Les derniers investissements vraiment significatifs qui ont été faits dans l'agriculture en Haïti, au sens d'investissement massif de capitaux avec un objectif de rentabilité, cela remonte à un siècle, à l'occupation américaine. Depuis, ce sont essentiellement c'est essentiellement une économie de rente que nous avons dans cette agriculture. C'est-à-dire plus de plantation, plus de vrais programmes de production, plus de renouvellement des cultures, plus de mise en place, si vous voulez. C'est toute une chaîne de production, toute une infrastructure qui s'est pratiquement effilochée entre nos mains avec le déclin de la production de la canne à sucre. Notamment depuis 1986 avec un programme de libéralisation acharné. Un programme de libéralisation maintenant qui va mettre en concurrence la production vivrière avec les produits importés. Donc rien n'a été fait pour protéger l'agriculture, rien n'a été fait pour dynamiser la production. Donc fatalement, avec le temps, la flèche, la courbe est une courbe décadente. La même chose pour l'industrie. L'industrie locale
était jusque dans les années 60-70 protégé par des mesures douanières qui permettaient d'avoir une industrie du cuir, une industrie du tabac, une industrie des... Bon, nous parlons de petites industries, industries de biens de consommation. Ce n'est pas ça qui fait un développement industriel, mais néanmoins, on pouvait, jusque dans les années 70, à Port-au-Prince, compter sur une petite métallurgie. Il y avait Haïti Métal qui faisait des choses assez intéressantes. L'industrie sucrière. L'industrie sucrière, du café, industrie textile. Donc, autant d'éléments qui auraient pu être développés. Au contraire, nous avons régressé sur tous ces plans-là. Les services, la même chose. Aujourd'hui, pour trouver un bon dentiste, un bon tailleur, un bon serrurier, un bon menuisier à Port-au-Prince, il faut se munir d'une loupe. Parce que les compétences ont été perdues avec le temps. Et puis, les meilleurs de nos artisans, parfois, partent à l'étranger. On considère que 85% des Haïtiens titulaires d'un diplôme supérieur ou égal à un master vivent à l'étranger. C'est-à-dire, nous tous les trois autour de cette table. Donc, ça veut dire que le pays réel est à côté de ses pompes. Nous avons laissé un pays vide avec des brigands et des personnes prises en otage. Alors justement, il y a les élites aussi qui n'assument pas leurs responsabilités. Vous l'avez indiqué, c'est une affaire de responsabilité et également de désengagement de l'État. Vous l'avez souligné tout à l'heure aussi. Ah oui. Alors, justement, oui. Docteur Bernard, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, j'écoute avec beaucoup d'attention ce qui est dit et qui est très intéressant et très important. Oui, voilà. Si vous souhaitez réagir, notamment, on sait que vous avez de l'expérience, puisque vous avez participé en 2010 à 2011, notamment au déploiement du groupe d'appui médical à Haïti. Donc, justement, la question d'aménagement du territoire est un élément important, puisque Dr Bernard avait un projet de créer un pôle médical dans le sud d'Haïti. Justement, Dr Bernard, qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux échanges avec Jean-Marie Théodate, les deux Jean-Marie, de toutes les manières? Oui, bon, effectivement, la question, bon, je crois que M. Théodate a mis le doigt sur toutes les insuffisances de notre pays, et Dieu sait s'il y en a des insuffisances, parce que finalement, on devient un pays qui est un pays vide, et quelque part. Alors, il est vrai que beaucoup d'entre nous qui sommes à l'étranger, qui avons quand même étudié à l'étranger, qui avons compris, je dirais, un certain nombre de choses, et moi, effectivement, rentrer en Haïti et aller porter secours, entre guillemets, ou aller travailler au développement d'Haïti. Mais malheureusement, il y a quand même pas mal de facteurs qui s'opposent à ça, et actuellement, principalement la question de l'insécurité. Moi-même, personnellement, j'ai failli y laisser ma peau en 2017. Donc, vous voyez, donc tout ça, ce sont des freins qui se surajoutent à ce qu'il y a de fondamental dans les problèmes, je dirais, que connaît notre développement, que connaît Haïti. Alors, pour la question médicale, la question sanitaire, bon, il est certain que de la même façon que dans d'autres domaines, comme l'agriculture, comme l'industrie, etc., mais la question sanitaire, ou les services en général, la question sanitaire, elle est vraiment totalement passée sous silence. Parce que il y a effectivement dans le pays quelques entreprises sanitaires, et notamment du secteur privé ou de l'étranger. Mais cela ne peut pas constituer véritablement une politique de développement, une politique de développement sur le plan sanitaire. Or, nous, quand on est parti en Haïti en 2011, et après le séisme, et donc on est allé dans la NIP directement, puisque moi je suis originaire de Miragouane, donc c'est un petit peu une facilité pour moi d'aller dans ce secteur-là. Et on a travaillé avec l'hôpital de Miragouane à l'époque, et aussi le petit hôpital de Payan. Mais il faut dire qu'on a apporté quelque chose de façon passagère, mais on n'a pas pu
fondamentalement modifier quelque chose. Je pense que ça ne peut être que politique, ça ne peut être que dans le cadre d'un projet politique, d'un projet sanitaire de l'État qu'on peut véritablement modifier les choses. Il doit y avoir une réflexion déjà sur l'organisation de la santé en Haïti. Et bon, je ne sais pas s'il y en a actuellement ou dans un passé récent qui ont pensé à cette question. Je parle des responsables politiques. Mais en tout cas, on n'en voit pas le résultat. Hein, là, c'est clair. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'était uniquement ça. On a aidé quand même certaines populations. Hein, mais ça ne suffit absolument pas pour parler de développement sanitaire, de prise en charge sanitaire. D'une part. Et deuxièmement, et même si on est allé un peu plus loin, on a voulu aller un peu plus loin et que la question purement sanitaire, parce que en fait, l'association Gamma dont tu as parlé, et donc c'est groupe d'appui médical Haïti, on a rajouté groupe d'appui médical et d'aide au développement. Parce que on se rend compte que se cantonner à la question purement médicale ou sanitaire, certes peut apporter quelques aides, mais ne peut pas constituer vraiment un socle. Et donc dans cette optique-là, on a réuni 5 communes de la région. 5 communes, il y avait Miragouane, Fondadègre, Ansavo, Petite Rivière de Nip et Payan. On les a réunis pour organiser une intercommunalité. En d'autres termes, et réfléchir au problème de façon un peu plus large, un peu plus générale. Et je ne parle pas que de la santé, je parle aussi du développement, et essayer de trouver des solutions, je dirais, communes, enfin, qui, avec une mise en commun des moyens et des forces et des idées pour travailler au développement. Alors, les responsables de l'époque, ça se passait en 2014-2015. Les responsables de l'époque de ces communes se montraient très intéressés. On a eu quand même plusieurs réunions. Mais nous, n'habitant pas en Haïti, parce que moi, personnellement, j'ai quand même ma famille ici, j'ai mes responsabilités ici en France. Donc, on avait organisé une élection pour qu'il y ait un président de cette assemblée, qui a été, ça a été fait dans la règle démocratique, je dirais. Et donc, depuis ce moment-là, donc 2014-2015, il y avait un certain nombre de choses qui devaient être faites sous la responsabilité de ce président en question, mais rien n'a été fait. Oui. Malgré mes relances, malgré le fait qu'on a voulu les pousser, je dirais, oui, à faire les choses correctement, eh bien, rien n'a été fait. D'accord. Docteur Bernard, restez avec nous, parce que M. Théodat doit partir. Il fait sa conclusion, mais restez avec nous. Oui. D'accord. David Charles. Oui, juste une dernière question. Par rapport à cet exemple des Haïtiens de l'extérieur, on constate que les Haïtiens de l'extérieur cherchent par des alternatives, cas du pôle médical initié par le groupe Gamma, Jean-Marie Bernard. Est-ce que vous pensez que la diaspora ou les Haïtiens vivant à l'étranger, est-ce que ce n'est pas un modèle d'action qu'on peut mener pour aider à reconstruire l'architecture des services au niveau local? Bon, je pense qu'il faut d'abord féliciter le docteur Bernard pour son action et toute son équipe. Et ce sont bien entendu des actions encouragées de toute façon. Mais ce que nous devons néanmoins nous dire, c'est que nous, par notre présence à l'étranger, sommes justement le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Et si la solution résidait dans ce main dans la main entre l'intérieur et l'extérieur, il y a 50 ans que ce serait déjà fait. La preuve est faite aujourd'hui que ça ne suffira pas. Et que l'action individuelle a toujours la vertu de soulager
nos parents, nos amis, à une échelle qui La conscience. La conscience aussi, à une échelle qui malheureusement ne règle pas les problèmes du pays. Parce que nous n'aurons jamais suffisamment de moyens, suffisamment de temps. Et puis parce que de l'autre côté, en Haïti, vous avez, si vous voulez, c'est comme quelqu'un qui essaierait de décoper l'eau qui arriverait d'un déluge. C'est-à-dire d'un côté c'est un déluge et de l'autre nous avons un petit dé à coudre, on essaye de maintenir le bateau à flot. En fait, non, ça ne dédouane pas l'État d'une action énergique, d'une action d'envergure pour faire en sorte que... Moi je considérerais que Haïti ira bien le jour où non seulement nous de la diaspora aurons envie de rentrer travailler là-bas, mais c'est surtout le jour où le pays arrêtera de perdre ses fils, que les gens n'auront plus envie de partir, ou au contraire se sentiront à leur place chez eux. Pour vous donner un exemple inverse, statistique, en République dominicaine, 85% des Dominicains titulaires d'un diplôme supérieur ou égal à l'étranger vivent chez eux. Le dernier mot. Voilà. Le dernier mot avant de nous quitter, est-ce que c'est le dernier mot, justement? Le dernier mot, c'est un mot d'espoir. C'est un mot pour dire que lorsque vous avez cette équation, vous dites 85% sont à l'étranger, moi j'en fais partie, ça me fait mal au cœur, mais je me dis, que faire? Il faut renverser la statistique, faire en sorte que les 85% de gens vraiment formés soient dedans. Alors, deux façons de le faire. Un, en renforçant les capacités de ceux qui sont à l'intérieur, et nous pouvons le faire à distance, par la formation à distance, par ce qu'on appelle le e-learning, par des missions aussi en Haïti. Vous en avez fait, moi aussi, et je pense qu'il faut continuer. Il faut aller en Haïti. Le monde aujourd'hui est un village, et ça se vérifie lorsque nous avons la capacité, soit en prenant un avion, soit à distance, de faire un cours et d'avoir un amphithéâtre avec nous en Haïti. L'autre façon de le faire, c'est vraiment de... Créer des débouchés pour ceux qui restent. Qu'il y ait des débouchés pour ceux qui restent. Qu'il y ait des débouchés pour ceux qui restent. Et ça, si vous voulez, quelle que soit la façon dont on regarde le problème, on se rend compte que sans une situation sécuritaire stable, personne n'a envie d'aller se faire tuer en Haïti. Merci beaucoup, professeur Théodat. On rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université Sorbonne, auteur de Haïti, République dominicaine, une île pour deux, 1804-1916, Cartala en 2003. Et puis vous êtes aussi l'auteur des Décombres et des Hommes, chronique de la vie quotidienne après le 2 janvier 2010, publié aux éditions de l'Université d'État d'Haïti. Puis un ouvrage à paraître en octobre, Fatra, Port-au-Prince. Merci encore de votre participation. À bientôt, j'espère. Merci à tous les deux. Nego pas travailler, nego pas travailler, il est la pluie tombée, la plante bois et Vous écoutez l'émission Konlambi 106.3 FM, émission spéciale, comme vous l'avez remarqué, depuis le 14 août 2021. Konlambi consacre des émissions spéciales à la réflexion sur le séisme du 14 août 2021, d'où le titre de cette émission, Habiter l'espace haïtien et les rapports avec les victimes du séisme du 14 août 2021 en quête d'assistance humanitaire. On l'avait vu tout à l'heure avec Jean-Marie Théodat, géographe, maître de conférence à l'université. Il a essayé d'expliquer les défaillances de l'État. Également, il a insisté sur le sens de la responsabilité, ce qui nous manque, et la nécessité de refonder l'État à partir de nouvelles élites, notamment les élites diasporiques, dont 85%, c'est-à-dire que 85% de ceux qui sont détenteurs de diplômes sont à l'extérieur, un modèle inverse comme il a essayé de nous présenter, et contrairement à la République dominicaine. Nous avons eu
également un échange avec Dr Bernard, qui est encore avec nous. Il était en train de nous expliquer justement l'appui national et qu'il apportait à la restructuration des collectivités locales des 5 communes de Miragoâne, d'Ansavo, Petite-Rivière, de Nip. Docteur Bernard, est-ce que vous pourriez poursuivre, s'il vous plaît? Oui. Alors, donc effectivement, nous avons engagé au niveau de GABA la réflexion sur ce que nous pourrions faire au-delà de la question purement sanitaire, purement médicale. Et bon, il nous est apparu que sur la base d'un petit territoire, un territoire limité, et ça ne nous amènerait pas grand-chose. C'est comme ça que on a pensé justement à créer cette intercommunalité entre 5 communes, avec d'ailleurs le projet éventuel d'agrandir cette intercommunalité. Et donc, on a effectivement échangé pas mal. On a eu plusieurs réunions sur place et en Haïti avec les responsables de ces communes qui apparaissaient, en tout cas, très intéressés à la question. Et dans ce contexte-là, nous devons quitter Haïti, même si on compte y revenir très régulièrement, mais en tout cas notre vie est ici en France, et donc avec nos responsabilités ici. Donc on a organisé la suite en créant, enfin en organisant une élection d'un responsable, d'un président de l'intercommunalité, lequel président avait pour objectif, enfin pour responsabilité en tout cas, d'échanger des contacts, d'avoir des contacts avec les autorités nationales ou départementales, ou les deux quoi. Et puis pour vraiment officialiser l'intercommunalité. Malheureusement, une fois que nous ayons quitté Haïti, on s'attendait à ce qu'on ait des contacts, des informations nous venant du terrain pour savoir comment les choses évoluaient. Et bien là, on s'est rendu compte que rien n'a été entrepris, rien n'a été fait ni entrepris. Et malgré notre insistance, mon insistance personnelle en tout cas, auprès notamment du président en question, je n'ai même pas eu une réponse de sa part. Donc c'est vous dire que quelque part, on a été vraiment désarçonné dans cette affaire-là. Alors que c'était quand même, ça nous paraissait très intéressant, puisque l'intercommunalité en question devait intéresser la question agricole, la question sanitaire bien entendu aussi, et la question des services. Bon, on n'a pas eu le temps de détailler toutes ces questions-là. Mais en tout cas, c'était quand même le but. C'est ce qu'on s'était dit au départ. Donc voilà, donc du coup, les choses sont restées en plan. Et voilà, donc rien n'a été fait pour le moment à ce niveau. Donc on a toujours les documents. Oui. Mais voilà, donc c'est tout. Et puis, il faut bien dire aussi que relancer cette intercommunalité, pour la relancer, il aurait fallu qu'on retourne sur place, qu'on revienne et qu'on essaye de voir de façon différente comment on pourrait intéresser encore plus à fond l'ensemble de ces responsables communaux. Mais avec la question de la sécurité, de l'insécurité, puisque il ne faut pas oublier que nous, pour aller à Miragoâne, il faut qu'on passe par Martissant. Et on sait ce que représente Martissant sur le plan sécuritaire. Donc, finalement, pour l'instant, les choses sont un petit peu sous le boisseau et on attend d'avoir une possibilité réelle de faire avancer les choses. Oui, docteur Bernard, vous venez de parler des élections locales et on sait que Haïti aujourd'hui, la question électorale, c'est une question quasiment, je ne sais pas dans quel registre il faut le mettre. En termes de légitimité locale, il n'y a pas d'acteur qui est représentatif des institutions locales.
Alors, justement, face au séisme qui a touché le sud d'Haïti, le grand sud d'Haïti, est-ce que les organisations et surtout les structures médicales sont en capacité de répondre aux besoins de la population? On sait que c'est non, mais la question c'est plutôt comment elles peuvent s'organiser pour fournir un service à la population en cas d'urgence. Alors, là, très franchement, en fait, comme on dit, c'est dégageau coup mettre Jean-Jacques. C'est-à-dire que tu as un problème de santé en Haïti, quel qu'il soit, et même dans ce contexte de séisme, eh bien, il faut que, quelque part, il faut que chacun se débrouille pour soit avoir des soins localement où il se trouve, ou bien alors s'organise pour aller à Miragouane ou aller à Port-au-Prince dans un établissement de santé, sans être sûr de pouvoir disposer des soins nécessaires aussi. Mais en tout cas, je veux dire qu'il n'y a pas une structuration, à ma connaissance en tout cas, qui favorise vraiment ce développement sanitaire. Alors si je prends l'exemple de NIP, alors quand je dis la NIP, je parle disons de Miragouane et de son environnement immédiat. Eh bien, l'hôpital même de Miragouane, il lui manque tellement de choses que dans un tel contexte de séisme, il lui est impossible d'assumer, de prendre en charge l'ensemble des blessés ou qui viendraient. Ça, c'est clair. Parce que cet hôpital-là, et nous, justement, dans notre action précédente, et on a essayé de lui amener, de lui apporter un certain nombre d'instruments, un certain nombre d'appareils qui puissent lui permettre de mieux fonctionner. C'est tout. Et même des lits. On avait amené pas mal de lits, pas mal de matelas, etc. Enfin bref, et c'est vous dire que sur place, les moyens n'existent pas véritablement d'une prise en charge correcte dans un contexte de séisme comme celui-là. Et par exemple, si vous prenez bon, bien encore, il n'y a pas eu grand-chose comme problème, mais il y en a eu quand même la petite rivière de Nip, qui est à peu près à une 25 kilomètres, mais il y en a eu surtout à Ansavo, qui est à peu près à une 40aine de kilomètres, et encore plus à Baradère, qui est un peu plus loin, et Petit Trou de Nip, ne parlons même pas de la ville. Donc, le système tel qu'il existe, eh bien, il ne peut pas vraiment assumer une prise en charge. Bon, maintenant, pour les gens qui sont là, qui ont été blessés, qui ont des fractures, qui ont des choses comme ça, et je pense que ceux qui peuvent se débrouiller avec un docteur Feuille ou bien, je sais pas moi, quelqu'un qui peut immobiliser un membre ou une fracture de jambe, par exemple, ça, c'est pas très compliqué. Donc, ils peuvent le faire. Même si la personne peut se retrouver après avec une jambe qui peut être un axe tout à fait incorrect. C'est possible. Mais en tout cas, la personne va mourir de ça. Par contre, les gens qui auront un traumatisme abdominal ou un traumatisme thoracique, ça, c'est une autre histoire. Et je ne vois pas l'hôpital de Miragouane, en tout cas, est capable d'assumer ce genre de prise en charge. Donc, et comme disait Jean-Marie Théodat tout à l'heure, et moi je suis aussi tout à fait dans cette optique-là, je crois qu'il faut véritablement qu'il puisse y avoir une réflexion au niveau politique, je veux dire au niveau de l'État, non seulement une réflexion, mais aussi une volonté, ou une conscience et une volonté au niveau de l'État de cette organisation. Et encore une fois, pas que Port-au-Prince devienne le seul point, la seule référence pour ce genre de choses, au niveau de la périphérie, notamment au niveau des chefs-lieux de département, qui a un développement suffisant sur le plan sanitaire pour prendre en charge tout ça. Et je dirais même une autre chose, beaucoup de médecins qui ont fini leur médecine en Haïti, qui ont quand même une formation, je dirais, qui est suffisamment suffisante, aimeraient bien rester en Haïti. Mais rester en Haïti, rester pour travailler où et travailler comment? S'il y avait des structures vraiment bien organisées, je pense que beaucoup de médecins, au lieu de partir aux États-Unis ou ailleurs, resteraient en Haïti. Je prends même mon exemple personnel. C'est vrai que moi j'ai fait mes études de médecine en France, moi j'avais commencé en Haïti. Je suis parti pour des raisons politiques, et bon, c'est une autre histoire. Mais j'aurais été quand même beaucoup plus dans mon élément, dans mon assiette. Je pourrais répondre beaucoup mieux à mes envies, à mes objectifs, si je pouvais travailler en Haïti, dans un hôpital où les choses sont organisées, où il y a les moyens.
tout simplement. Mais donc, on est loin de ce compte. Oui, docteur Bernard, on a compris le travail que vous avez engagé en 2010, mais l'inquiétude, comme vous l'avez compris, c'est ce qu'on a essayé de voir avec le professeur Jean-Marie Théodate, c'est qu'on n'a pas su tirer les renseignements de ce qui s'est passé en 2010. Alors, le souci, comme il l'a souligné M. Théodate, c'est qu'il n'y a pas un État responsable, soucieux, Voilà. du bien-être de la population. D'ailleurs, c'est un État qui se désengage complètement, laissant la place aux ONG, qui donc investissent dans des tâches qui concernent l'État. Ces ONG, par exemple, s'occupent de la question urbaine, de la vulnérabilité, et on voit l'anarchie et aussi ce que ça a produit, par exemple, du côté de Canaan. Donc, l'État ne s'occupe plus, on va dire, de la reconstruction, même de Port-au-Prince. Ce sont les ONG qui se sont substituées à l'État. Alors, en ville de province, notamment, le fractionnement spatial de la ville aggrave cette absence de l'État ici. Mais maintenant, la question factuelle, comment faire face à ces victimes qui attendent, ces victimes des départements d'Enip, du Sud et de la Grand'Anse, qui depuis 2 semaines dorment à la Belle Étoile. Et c'est vrai que c'est une question cruciale à la conscience humaine, mais on est impuissant. Tout à fait. Effectivement, comme c'est le maître mot pour ce qui nous concerne, on est impuissant. À distance, comme ça, de la question haïtienne, et compte tenu aussi des problèmes qui se posent sur le terrain, et je vous dis encore, les problèmes de sécurité sur le terrain, on se sent vraiment impuissant. Alors, pour parler de moi personnellement, c'est pas forcément le meilleur exemple. En tout cas, j'essaye toujours d'ailleurs, d'organiser un conteneur et à envoyer dans cette région, la région des NIP que je connais, et conteneur donc qui, en principe, amènerait tout ce qu'il faut, en tout cas, pas mal de choses sur le plan médical, sur le plan sanitaire, mais aussi là où se précise un certain nombre de besoins, et même alimentaires, et notamment de reconstruction. Donc ce qu'on crée actuellement, qu'on essaie de créer actuellement comme chose. Maintenant, avant d'envoyer un conteneur, on ne peut pas envoyer un conteneur comme ça, on ne sait pas qui est-ce qui va le récupérer, que va devenir le contenu, etc. Donc, j'ai essayé de contacter le responsable départemental du COUN. Je lui ai envoyé un message, un assez long message où je précise les questions qui m'intéressent et qui doivent intéresser aussi tout le monde. Eh bien, j'attends, ça fait 6 jours. Ouais, je n'ai pas encore sa réponse. Donc, en fait, il faudrait que je puisse passer par d'autres voies qui soient des voies détournées. Parce que le COUN, c'est la voie officielle, normalement. Normalement, c'est le COUN qui est supposé organiser la distribution, la réception et la distribution de tous les éléments dont la population a besoin. Mais je pense que ce responsable départemental du COUN doit avoir aussi beaucoup de travail actuellement, beaucoup d'occupations. Et je ne lui jette pas la pierre. Mais en dehors de ça, il m'est difficile, même si on continue à chercher et à amonceler un petit peu tout ce dont on a besoin pour ce transfert, mais il est difficile de dire comme ça, on envoie un conteneur. En fait, il aurait fallu que je puisse y aller moi-même avec d'autres collègues, aller travailler sur place, même si on envoie un conteneur. Mais là, encore une fois, aller sur place, c'est une autre histoire. Très bien. Donc, effectivement, on sent un peu notre impuissance. Et là, en effet, pour revenir en tout cas à ce qu'a dit Jean-Marie Théodate, et puis pour reprendre le fil aussi de notre pensée, il est certain que sans une implication réelle de l'État, ou en tout cas des représentants de l'État, ou même de l'État déconcentré,
sans une implication, une prise de conscience, une implication, eh bien, on ne pourra pas faire grand-chose sur le plan du développement. On pourra amener des petites aides comme ça, hein, comme ce conteneur en question, mais voilà, ça va s'arrêter là. Alors justement, avec le séisme qu'il y a eu dans le sud d'Haïti et les catastrophes de 2018, je crois, avec Mathieu, est-ce que la population du Sud, est-ce que c'est pas le moment pour elle de se poser la question comment créer une décentralisation réelle du département ou du Sud d'Haïti? En effet. Alors, est-ce qu'il y en a qui se posent la question? Je pense qu'il y en a qui se posent la question. Mais encore une fois, je pense que le rôle de l'État dans cette affaire-là, il est primordial. Même si au niveau est déconcentré, certains responsables peuvent se poser la question. Je prends le cas des maires des villages dont je parlais tout à l'heure, des villes dont je parlais tout à l'heure, et pour créer l'intercommunalité. Bon, mais encore faut-il qu'ils aient effectivement cette, comme tu dis, qu'ils aient qu'ils sentent ce besoin, voilà, ce besoin de se débrouiller par eux-mêmes et de cette manière-là, c'est-à-dire de s'organiser entre eux ou localement ou sous le plan un peu subrégional, si je puis dire, ce qui est tout à fait possible, pour se sortir de leur situation. Maintenant, il faut que l'État lui-même comprenne aussi la nécessité de déconcentrer son pouvoir, déconcentrer ses moyens. Souvent, on a beau essayer de faire des choses en périphérie, si on n'a pas de moyens, et on ne peut pas. Donc, de toute manière, quelle que soit la façon dont on aborde le problème, à mon avis, on en arrive à la responsabilité de l'État. Je crois que en dehors de ça, comment dire, il y a pas de salut, il y a peu de salut. Oui, c'est que de toute façon, je ne désespère pas. Hein. Oui. Je constate des choses maintenant qui malheureusement sont difficiles à accepter, qui sont un peu pénibles, mais je crois qu'à un moment donné, il faudra finir par avoir une bonne conscience des choses et faire ce qu'il faut. Oui, c'est que, Dr Bernard, on observe aussi le désengagement des élites vertueuses, c'est-à-dire, il y en a qui disent, bon, on ne se mêle pas de la politique. C'est vrai, on ne fait pas de politique, l'objet de l'entretien, c'est pas ça, mais on se rend compte que toutes les questions sont liées. S'il n'y a pas un engagement des élites pour refonder cet État, et si ces élites les plus vertueuses consentent à renoncer à leurs responsabilités et laissent la place à des voyous, et on le voit depuis une bonne dizaine d'années, et donc, finalement, le problème va s'empirer. Et toi, vous et moi, on va être toujours derrière ce micro à faire des constats, ou bien vous, à vous battre pour réaliser des missions humanitaires, et comme l'a dit Jean-Marie Théodat, il s'agit d'un dé face à un déluge. Donc, toute la question, c'est d'engager la réflexion pour qu'il y ait une transformation de la conscience haïtienne et en même temps une prise en compte aussi de la diaspora, peut-être, qui devait d'envisager sa contribution autrement en Haïti. Peut-être, oui. Alors, bon, quand on dit la diaspora, c'est quand même relativement vague. Il y a des diasporas, si je puis dire. Il y a quand même des manières différentes de vivre sa diaspora. Mais quand même, il y a quand même la possibilité. On sait qu'il y a des exemples, en tout cas de responsables d'associations, de gens aux États-Unis, en France et ailleurs, et qui vraiment voudraient faire quelque chose. Bon. Maintenant, comment s'organiser au niveau des diasporas, hein, et pour aller imposer quelque part. Parce qu'en fait, il faut aller imposer quelque chose aux responsables et à la population. La population, je pense qu'elle est prête à recueillir parce que c'est un petit peu à son bénéfice. Mais
les organisateurs locaux, les responsables locaux. Et bon, il faudrait qu'on puisse que eux, ils puissent avoir encore une fois, cette conscience des choses. C'est moi, j'insiste un petit peu sur le mot conscience parce que on a le sentiment que Haïti vit, je dirais un petit peu comme ça, et à volo depuis très longtemps, et que maintenant, c'est presque chacun sauve sa peau. Et voilà, quoi. C'est un petit peu ça. On n'a pas ce sens. Je crois qu'on a perdu ce sens de la société telle que nous l'avons connue quand on était jeune, et le sens de la solidarité, le sens de... Encore que, je ne sais pas, il y a des exceptions quand même aux choses. Parce que comme disait Jean-Marie Théodat tout à l'heure, et puis comme on s'en est rendu compte aussi, dans le contexte aigu de la catastrophe, il y a eu quand même des aides interhaïtiennes et assez fortes. Et donc il y a quand même je dirais qu'il y a une espèce de substrat qui existe, qui permettait de s'appuyer dessus pour avancer dans ce sens. Et est-ce que, alors ça c'est une question, est-ce que c'est parce qu'à partir de cette base, à partir de du fondamental, je dirais, de la société haïtienne, qu'il faudrait partir pour arriver à ce que les responsabilités de l'État soient prises comme il faudrait. Est-ce que c'est pas comme ça? Je ne sais pas. Parce que les gens qui sont au pouvoir actuellement, mais pas uniquement ceux-là, mais depuis quelque temps, les gens qui sont au pouvoir, on a le sentiment qu'ils n'ont pas du tout ce sens de l'État, ce sens civique, ce sens de la responsabilité. Eh bien, voilà, c'est le sentiment que j'ai. Hein. Maintenant, j'ai peut-être tort, hein, mais en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Ouais. Eh bien, merci, Dr Bernard, pour votre participation à l'émission Konambi. Ah ben, il n'y a pas de quoi. Et donc, un dernier mot pour nos auditeurs et pour le public haïtien. Pardon? Un dernier mot pour le public haïtien et les auditeurs de l'émission Konambi. Oui, écoutez, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les choses sont très dures, sont très difficiles, mais il ne faut pas se décourager parce que on a quand même encore je dirais, dans notre pays, dans nos populations, et notamment de la population, ce qu'on appelle les venants dehors en Haïti, hein, eh bien, on a quand même, fondamentalement, quelque chose de bien, quelque chose qu'on peut arriver à mobiliser pour avancer. Et je pense que c'est à partir de cette base-là surtout qu'on pourra faire avancer les choses. Mais il ne faut pas se décourager, il faut continuer à faire ce qu'on peut faire, nous, c'est-à-dire des actions individuelles ou des actions de groupe. Et voilà. Et puis, il y a aussi autre chose qui est fondamentale, c'est la formation, c'est l'enseignement et la formation. Et je pense que dans nos écoles, on doit pouvoir faire en sorte que les élèves prennent conscience justement de leur pays, de leur histoire, et du fait que si eux, ils s'engagent véritablement, même si les choses sont difficiles, eh bien, pour eux, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, les choses peuvent être très, 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 très bien. Haïti est un pays très agréable par ailleurs. Merci, Dr Bernard. C'était Habiter l'espace haïtien et les rapports avec les victimes du séisme du 14 août 2021.